Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder le principe Paris en un peu plus de détails. Bon, donc en particulier, ce qu'on fera, c'est l'échange de deux électrons. Donc on aura une opération qu'on appelle P12 et son effet est d'échanger électron 1 avec électron 2. Bon, on va considérer l'hamiltonien. Donc en parenthèse pour la dernière fois, c'est l'hamiltonien Born-Oppenheimer pour cette situation. On a l'énergie cinétique de l'électron 1, l'énergie cinétique de l'électron 2, plus l'énergie d'interaction entre 1 et 2, plus énergie 1 avec les noyaux, plus interaction électron 2 avec les noyaux. Bon, donc, on peut écrire tous ces termes au long, mais la discussion n'a pas besoin de ça. Donc, si on agit avec P12 sur H, on va échanger tous les termes pour électron 1 avec les termes pour électron 2. Donc C1 devient C2, donc cinétique de l'électron 2, plus V21. Là, cette terme, c'est directement... il n'y a pas de somme parce qu'il y a seulement une. C'est plus 1 sur R2 moins R1, pardon, qui est la même chose que... Donc, c'est la même chose pour V12, plus V2N plus V1N. Là, c'est une sommation des choses qui sont séparables. Donc, on peut reordonner les expressions. Il n'y a rien en produit. Donc, C1 plus C2 plus V12 plus V1N plus V2N. Et vous voyez que c'est la même chose que H. Bon. Donc, le message ici est que H est commutatif avec P12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut trouver les vecteurs propres en même temps. OK, là, je dis on peut trouver les vecteurs propres en même temps. On peut les mesurer en même temps, mais là, c'est vraiment on trouve les vecteurs propres en même temps. Donc, un message, c'est que on peut trouver C, qui est un vecteur propre de H. En même temps, C est un vecteur propre de P12 avec un valeur propre de, disons, petit P12. OK, et là, pour finir l'analyse, si on échange P, donc si on agit avec P12, on échange électron 2 avec électron 1, puis on échange électron 2 avec électron 1 une deuxième fois. On a 1 qui est devenu 2, qui est redevenu 1. Donc, on est retourné au début. Donc, ça, c'est l'opération d'identité. Donc, l'opération d'identité, c'est juste multiplié par 1. Donc, dans ce cas, on a que P12 agissant sur C, c'est égal à P12 petit P12 agissant sur C. Ça, c'est un nombre scalaire, donc on peut le mettre en avant. Donc, ça devient P12 C. Donc, P12 au carré fois C. Et là, on vient de dire que P12 au carré, c'est la même chose que 1. Donc, le message est que P12, la valeur propre de P12 avec un chapeau, c'est égal à unité. Bon, donc tout ça pour dire, les valeurs propres, c'est plus ou moins 1. Donc, il y a deux possibilités.
si P12 est égal à 1, la fonction d'onde symétrique, là c'est un bon mot en français, je sais. Donc si on échange deux coordonnées des particules, on ne change pas la signe. Bon, et je me suis rattrapé là. Pourquoi? Parce que ça ne décrit pas les électrons. Ça décrit les particules qu'on appelle des bosons. Là, vous êtes des étudiants en chimie, donc on ne va pas trop discuter les bosons parce que ça ne sert à rien. Mais il y a quand même au moins un que vous connaissez, ce sont les photons. En général, les bosons sont des particules qui apportent les forces physiques. Ça, c'est un détail qui n'est pas pour vous. Bon, l'autre cas, c'est si P12 c'est égal à moins 1, puis la fonction d'onde est et là, ce n'est pas un mot en anglais, donc ça ne sera pas un mot en français. On dit antisymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on échange deux particules, on change la signe de phi. Bon, donc strictement, les notes ici, ça c'est le principal. Le principe qu'on a discuté l'autre jour, c'est une conséquence. Les particules avec P12 est égal à moins s'appellent des fermions pour des raisons historiques. Pour Fermi, un physicien italien. Puis vraiment, la nomenclature est à cause de Dirac, mais c'est pas important, c'est juste des notions historiques. Bon, donc les fermions auxquels on s'intéresse sont les électrons. Les électrons sont des particules qui font part des fermions. Il y a les autres fermions que vous connaissez, mais on n'en discutera pas. Ce sont les protons et les neutrons. Ce sont aussi des fermions, mais on ne les discutera pas. Bon. Donc là, on va trouver une fonction d'onde pour décrire des électrons. On veut donc, on va faire un exemple. Deux électrons en un orbital 1s. Donc, HE comme la configuration 1s2. Bon, donc, on va passer à la prochaine page pour qu'on aura de l'espace.
Il y a pour chaque électron, il y a 4 chiffres. Ils sont tous les deux dans 1s. Donc, qu'est-ce que 1s veut dire? Ça veut dire n est égal à 1, puis l est égal à 0, puis m sub l est égal à 0. Donc, 1s veut dire ces trois chiffres. Ensuite, on a alpha. Qu'est-ce que alpha veut dire? Ça veut dire que m sub s est égal à plus 1,5. Pardon, plus 1,5. Puis on a bêta, qui veut dire m sub s est égal à moins 1,5. Bon, donc là, on va construire des fonctions à 2 électrons et on va voir lesquelles seront des fonctions d'onde admissables pour 2 électrons. Bon, donc, ce que vous connaissez n'est pas possible. Disons qu'on essaye de mettre électron 1 dans orbital 1s avec projection alpha, puis électron 2 en 1s avec projection alpha. Là, on essaye de mettre 2 électrons dans la même orbitale, dans le même spin orbital, donc c'est comme si on essayait de faire ça, ce que vous savez n'est pas possible. Mais on va voir avec le principe Pauli directement. Donc là, je vais préciser ici phi1 qui est une fonction de 2 électrons, des électrons 1 et 2. Si on agit avec P12 sur phi1, qu'est-ce que ça donne? Ça va échanger les chiffres 1 et 2. Donc ça donne phi1 de 2, 1. Qui est 1s2, alpha 2, 1s1, alpha 1. Ok, je ne vous ai pas donné des règles encore, mais là, c'est un produit simple, on peut juste réarranger. C'est 1s1, alpha 1, 1s1, alpha 2. Pardon, 1s2. Et on voit que c'est phi1 comme ça. Donc là, le principe Pauli nous a dit que si on échange électron 1 avec électron 2, ce qui est l'action de P12 sur notre fonction, il faut que la signe de la fonction d'onde change. Mais ici, on n'a pas de changement de signe. Donc, cette fonction féminin, cette fonction n'est pas admissible. OK. On va sauter directement. Donc, il y a aussi la possibilité de essayer de mettre tous les deux avec la projection bêta. Pardon, bêta. Et pour exactement les mêmes raisons, cette fonction n'est pas admissible non plus. Bon, donc il nous reste 2 possibilités. Il y a phi2 que je vais écrire comme ça. Et cet argument suit des notes de M. Dang. Pourquoi? Parce que c'est une bonne introduction et c'est bien fait. Donc, pourquoi pas? Bon, donc on met électron 1 avec la projection alpha, mais électron 2 avec la projection bêta. Puis, oui, je veux nettoyer cette notation un peu. OK, là, j'ai écrit un produit de 2 orbitales juste comme une seule chose, mais je veux l'écrire comme ça. Donc, comme un produit de 2 choses, et ça va nous aider. Donc, un produit de 2 choses, un produit de 2 choses, un produit de 2 choses, puis un produit de 2 choses. Donc, ici, je vais le faire directement. C'est à cause que je traduis une nomenclature que je n'utilise pas.
nomenclature qui est vraiment facile pour moi. Donc, 1S2, bêta 2. Et quand le produit est écrit comme ça, c'est commutatif, donc on peut l'écrire le 1 après le 2 si on veut. Ça donne exactement la même chose. Donc là, ça sera plus clair, je pense. Bon. Ensuite, on met électron 1 avec la projection bêta. Puis électron 2 avec la projection alpha. Bon, donc, là, on a 4 fonctions. 1, 2, 3 et 4. 1 et 4 sont non admissibles, donc on les oublie. Parmi 2 et 3, il faut qu'on trouve des fonctions qui décrivent des électrons. Je vous dis que ni 2 ni 3 sont elles-mêmes admissibles. Il faut prendre il faut soit utiliser 2 plus 3 ou 2 moins 3. Et on va voir pourquoi. Bon, donc, il faut que notre fonction respecte le principe de Pauli. Donc, si on agit avec P12 sur phi2, on échange l'indice 2 avec l'indice 1. Donc, ça devient 1S2, alpha 2, 1S1, bêta 1. Donc, je viens de dire qu'on peut mettre ce quête avant l'autre parce que cette opération est commutative comme je l'ai écrit. Et qu'est-ce que c'est? C'est phi3. Puis, je vous dis que si on agit avec P12 sur phi3, on va recevoir phi2. Bon, donc directement, ces fonctions ne respectent pas le principe de Pauli parce qu'il faut qu'on ait la même fonction, mais avec un changement de signe. Là, on a changé de fonction, donc c'est pas ce qu'on veut. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. On peut soit... Donc là, on a deux fonctions et il faut trouver une fonction qui respecte la symétrie correcte. On peut essayer, disons, phi2 plus phi3. Bon, comme ça. Si on agit avec P12 sur ça, P12 c'est une opération linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut distribuer, c'est P12 agissant sur ça, plus P12 agissant sur ça. Donc c'est P12, phi2, 1, 2, plus P12, phi3, 1, 2. OK, on a déjà fait l'action de P12 sur phi2, ça donne phi3, plus phi2. Donc, si on appelle ça C, ça donne C. Donc, ça donne la même chose, pas admissible par le principe de Pauli pour décrire deux électrons. Bon, donc, pas admissible. OK, et par coïncidence, une phrase qu'on ne dit pas en français. L'autre possibilité, c'est on prend phi2, 1, 2, moins phi3, 1, 2. On va appeler ça phi. Pourquoi? Parce que c'est la lettre qu'on utilise pour ce type de fonction en général. Et si on agit sur phi avec P12, encore une fois, c'est linéaire, donc on reçoit P12 agissant sur phi2, moins P12 agissant sur phi3, bon, on a déjà résolu. P12 agissant sur phi2, c'est phi3, moins P12 agissant sur phi3, c'est phi2. Et là, ça ne prend pas beaucoup de travail pour montrer que c'est moins fois phi. Donc, phi
est une fonction admissible pour 2 électrons. OK. Il y a une façon standard d'écrire phi, parce que comme ça, c'est un peu long. On peut écrire phi comme un déterminant. OK. Je ne vous demande pas d'être capable d'évaluer des déterminants dans ce cours. Je vous dis qu'on peut l'écrire comme ça. Donc, le déterminant de cette matrice, et c'est quoi le déterminant? C'est ça fois ça, moins ça fois ça, qui vous donne phi 2 moins phi 3. Bon, donc, avec les signes pour les quêtes. Bon. Là, pour que la fonction soit normalisée, il faut multiplier par un facteur. Je vous dis que le facteur, c'est 1 sur la racine carrée de 2. Pourquoi? Parce qu'on prend le carré, donc 1 sur 2, et il y a 2 termes, donc ils vont compter 2 fois. C'est pour ça. On peut le démontrer directement, on ne le fera pas. Bon, donc, j'ai dit que c'est une fonction admissible. Je ne dis pas que c'est la fonction d'onde exacte. Ce n'est pas. OK, et je vais essayer de souligner ça à chaque fois, parce que vraiment, le message des chapitres 4 et 5, c'est que les états à plusieurs électrons sont compliqués. Les fonctions qu'on vient d'utiliser, qu'on appelle les déterminants de Slater, forment une base dans laquelle on peut exprimer la fonction d'onde exacte, mais c'est compliqué. Donc, pour n électrons, okay, disons pour 3 électrons ensuite, comme pour lithium 1s2, 2s1. Donc, on va supposer que le troisième électron a un état alpha. C'est un état dégénéré avec l'état bêta, mais pourquoi pas? Dans ce cas, on dira que le déterminant de Slater qui représente ça, c'est... Il faut avoir un facteur. Le facteur, c'est 1 sur la racine carrée de 3 fois 2 fois le déterminant de cette matrice, 1s1, alpha 1. J'ai pas laissé assez d'espace. On va recommencer, désolé. Bon, le déterminant de Slater pour ces 3 électrons, c'est 1 sur la racine carrée de 3 fois 2. Pas 32, 3 fois 2. Donc, 1s1, alpha 1. 1s1, pardon, 1s... Ah oui, 1s1. Bêta 1. Puis 2s1, alpha 1. Puis, on le complète. Bon, donc ça, c'est une fonction antisymétrique pour 3 électrons. Il y a les propriétés des déterminants qu'en principe, vous savez, mais c'est correct.
si on échange deux colonnes dans un déterminant, on aura un signe. Si on échange deux rangées dans un déterminant, on aura un signe aussi. Et donc, si on a deux colonnes ou deux rangées identiques, le déterminant est 0. Donc, ça nous empêche de mettre deux électrons dans le même état, dans le même spin orbital. Ça nous empêche. Puis, c'est quoi le point de cet exercice? Le point, c'est qu'on ne peut pas étiqueter les électrons. Chaque électron peut être en chaque état. Donc, il faut compter de toutes les possibilités. Ici, il y a 6. Ici, il y en a 4. Il y a 2. Puis, s'il y a seulement un électron, il y a seulement un. Mais le point, c'est que chaque électron peut être en chaque état. Donc, il faut les compter tous. Bon, donc, en général, pour n électrons, on peut écrire un déterminant de Slater comme 1 sur la racine carrée de n factoriel. Si vous ne connaissez pas ce symbole-là, ça veut dire n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Donc, c'est le produit de n chiffres et c'est un nombre entier qui accroît vraiment rapidement. Pourquoi est-ce que c'est pertinent ici? C'est le nombre de façons qu'on peut permuter n objets. Donc, le nombre bon. OK, je ne vais pas écrire au long. Là, on a un spin orbital 1 avec électron 1. Un spin orbital 2 avec électron 2 un spin orbital 2 avec électron 1 jusqu'à spin orbital n avec électron 1. Donc, état I veut dire les nombres quantiques pour spin orbital I. Donc, comme ça. Ensuite, on a spin orbital 1 avec électron 2 jusqu'à spin orbital 1 avec électron n. Puis, ça continue. Donc ça, c'est une fonction qui est antisymétrique de n électrons. Et je le dis encore une fois directement, phi n'est pas la fonction d'onde exacte. OK, il y a un cas où phi sera la fonction d'onde exacte. C'est le cas où les électrons sont indépendants. On verra ça en détail au futur, mais pas aujourd'hui. Mais le message phi n'est pas la fonction d'onde exacte. Mais, OK, donc ça sera exact. Si les électrons mais les électrons ne sont pas indépendants. Il y a une interaction Coulomb entre les électrons, donc phi n'est pas la fonction d'onde exacte. Par contre, l'ensemble de tous les phi
Donc là, on a un phi avec n électrons dans n orbital particulier. Si on fait un autre choix d'orbital, on peut mettre les n électrons dans ces orbitales. Ça nous donne un déterminant de Slater différent. Donc, l'ensemble de tous les phi, qu'on appelle les déterminants de Slater, j'ai dit ça oralement, mais je ne l'ai pas écrit. Forme une base. OK, là, il y a un concept d'algèbre linéaire que vous êtes censé le savoir, mais c'est correct. L'idée, c'est qu'on peut écrire la fonction d'onde exacte comme une combinaison linéaire de déterminants de Slater. Bon, donc en principe, ce sont les concepts que je voulais démontrer dans ce leçon. Vous connaissez déjà les déterminants de Slater, mais certainement pas dans ce langage. Quand on va faire l'analogie directe, un déterminant de Slater est la même chose qu'un diagramme d'orbital moléculaire. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Donc, on a vu, disons, HE, un S2. Là, notre diagramme d'orbital moléculaire, c'est ça. On peut représenter ça exactement comme un déterminant de Slater, comme un S1, alpha 1, puis je veux un S1, bêta 1. Donc, ces deux choses sont exactement les mêmes. Pour le lithium, on a vu un S2, 2S1, qu'on écrit comme ça. Ça, on a écrit directement comme un déterminant de Slater avec un S alpha, un S bêta, puis 2S alpha. Puis ça continue. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la fonction d'onde exacte? Un exemple que peut-être vous connaissez, vous êtes censé le voir bientôt, sinon déjà, c'est si on a une situation comme ça. Est-ce que cet électron est là, ou là, ou là, là, ou là? Ça, c'est 5 diagrammes d'orbital moléculaire différents et donc 5 déterminants de Slater différents. Donc, en général, il faut utiliser plusieurs déterminants de Slater. Bon, donc c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous rejoins la prochaine fois.